Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On continue nos vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls où on se rend compte que la reconstruction post-Jordan, Jackson, Pippen, etc. est beaucoup plus longue et compliquée que ce qu'on pouvait l'imaginer au départ, puisque 3 ans après, on se retrouve avec seulement 45 victoires au compteur, des choix très contestés et contestables, beaucoup de décisions, voilà, des trades un peu bizarres, etc. Et on va se rendre compte là que la suite n'a pas été franchement plus glorieuse. Et d'entrée, voilà, on se retrouve à la draft 2001 et les Bulls trad Elton Brand. Ouais. Elton Brand, la seule pratiquement satisfaction des saisons précédentes. Joueur qui sur ses 2 premières saisons a été élu rookie de l'année, qui tournait en 20 points, 10 rebonds à chacune de ces 2 saisons. Solide, qui n'est jamais blessé, etc. Les Bulls le trad. Ils viennent de passer 2 ans à le développer et ils le trad contre le deuxième pick de la draft des Clippers qui devient Tyson Chandler, tandis que les Bulls, avec leur pick numéro 4, récupèrent Eddie Curry. Jerry Krause, à l'époque, justifie ça en disant « Ok, on sait qu'Elton Brand va être un super joueur, il va faire une très belle carrière, mais on avait l'opportunité de récupérer ces 2 joueurs-là en même temps et les associer aux Bulls, et c'était un pari sur l'avenir très excitant. Parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que Tyson Chandler et Eddie Curry, ils ont tous les deux 19 ans, et ils cartonnent de fou, mais au niveau lycéen. C'est-à-dire qu'ils sont jamais passés par l'université. Les deux ont fait le saut directement du lycée à la NBA, ce qui se faisait relativement souvent à l'époque. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui l'ont fait. Il y avait Kobe Bryant qui avait été drafté en numéro 1 par les Wizards qui l'avait fait aussi. Bref, mais voilà, ces 2 joueurs-là avaient une réputation absolument monstrueuse. Et c'était voilà, les pivots du futur, voilà, une fois qu'ils auraient acquis de la maturité, etc. Sauf que là, les deux ont 19 ans. Tyson Chandler, il était en Californie et il claquait des triples-doubles en points rebonds contre pratiquement à chaque match. Euh, avec voilà, une détente de ouf et un profil défensif extrêmement solide. Eddie Curry, lui, c'était plus un scoreur et un mec voilà, sous le cercle avec un gabarit monstrueux. Le mec, il est surnommé Baby Shaq parce que voilà, il fait 2 m 13, il fait 123 kilos, mais en plus, il a une mobilité et une souplesse assez impressionnante pour ce gabarit. Parce qu'en fait, quand il était gamin, qu'il avait 8 9 10 ans, etc., il faisait de la gym. Et donc, même après quand il a grandi, qu'il a pris du poids et du muscle, il a gardé cette mobilité, cette agilité de quand il faisait de la gym. Donc, même à 19 ans, quand les Bulls l'ont drafté, le mec était capable d'enchaîner des saltos avant ou saltos arrière sans élan, sans effort. C'est dire quand même le niveau, sachant que le mec à ce moment-là faisait 123 kilos et 2 m 13. Hein. Euh, donc bref, voilà, 2 paris sur l'avenir, et les Bulls sont extrêmement excités à ce niveau-là, au point que là, ils auraient pu, avec le pick 2, prendre Pau Gasol, qui a été pris en 3 par Memphis au final, mais voilà, ils ont préféré prendre voilà, ces 2 jeunes-là qui martyrisaient tout au lycée et en faire un pari sur l'avenir. Autre choix un petit peu étrange et un autre pari sur l'avenir à ce moment-là, c'est la signature d'Eddie Robinson. Eddie Robinson, un poste 3 qui a joué 2 saisons à Charlotte avant ça. Joueur spectaculaire en transition qui met quelques dunks, voilà, mais à part ça, pas grand-chose. En tout cas, qui n'a pas montré suffisamment pour justifier un contrat de 5 ans pour 32 millions de dollars. Donc un peu plus de 6 millions la saison, ce qui est beaucoup à l'époque. Donc c'était rare de donner des contrats euh, aussi conséquents à des joueurs qui n'avaient pas prouvé grand-chose. Mais voilà, Jerry Krause là aussi est persuadé de tenir une future pépite. Et on va se rendre compte que bah, c'était pas vraiment le cas, quoi. On va y revenir. Euh, Parmi les autres choix dans cet été, pour signer quelques vétérans pour accompagner un peu tous ces jeunes qui débarquent, avec en plus il y a Jamal Crawford, etc., Marcus Pfizer. Euh, Charles Oakley revient. Ouais, Charles Oakley qui était parti des Bulls en 88, tradé au Knicks, donc qui revient pour essayer de voilà, apporter son expérience pour former les 2 nouveaux pivots qui arrivent, en l'occurrence Chandler et Curry. Et puis il y a 2 meneurs vétérans qui vont rejoindre les Bulls parce que Jamal Crawford se blesse au genou pendant l'été, il se fait une rupture des ligaments croisés, il est opéré et il devrait manquer une grande majorité de la saison. Donc du coup, pour pallier un petit peu cette absence, les Bulls signent Kevin Ollie qui a 29 ans et Greg Anthony, 34 ans, et d'ailleurs ce sera sa dernière saison en NBA. Donc voilà, des vétérans à ces postes-là pour combler un petit peu les absences. Autre absence de taille pour le début de saison, Ron Artest, qui sort lui aussi de 2 saisons plutôt intéressantes où la progression se passe bien. Et voilà, il va manquer à peu près jusqu'à mi-décembre. Il avait un souci
Donc là aussi, on y reviendra après. Toujours est-il que la saison débute avec Charles Oakley et Brad Miller dans le 5 de départ au poste d'intérieur. Donc Curry et Chandler sont sur le banc au départ pour qu'ils apprennent petit à petit. Et ça débute assez mal avec une défaite de 25 points à domicile contre Indiana pour l'ouverture. Avant ensuite une défaite à Boston de 14 points. Une courte victoire sur les Knicks avec 17 points de Greg Anthony sorti de nulle part et 17 points de Ron Mercer. Euh, et après quelques défaites assez lourdes et assez difficiles, notamment à Minnesota où les Bulls perdent de 53 points. Et à ce moment-là, c'est la pire défaite de l'histoire de la franchise. À ce moment-là, parce qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos que ça a été battu, récemment en plus. Euh, donc voilà, pire défaite à Minnesota, 53 points. Et cette défaite n'est que la deuxième d'une série de 10 de suite où les Bulls vont être extrêmement limités offensivement. Il y aura un déplacement à Sacramento où ils vont inscrire seulement 71 points. Même chose contre les Knicks, 71 points. Et contre les New Jersey Nets, ils vont être limités à carrément 69 points. Donc voilà, un scoring très très bas, très peu d'adresse, beaucoup de shoots forcés et une attaque vraiment pas fluide. Euh, un peu chacun pousse sa gueule. T'as Ron Mercer qui est le meilleur scoreur de l'équipe qui tourne à 40% au shoot parce que voilà, il en force énormément. Fred Hoiberg, il passe de 41% à 3 points la saison précédente à 26% cette saison-là. Voilà, avec beaucoup moins de shoot ouverts, etc. Et beaucoup moins de confiance aussi. Donc voilà, déjà que quand il met pas de 3 points, il sert pas à grand chose. Donc là, voilà, c'est un peu compliqué. Au final, les seules satisfactions du début de saison pour Chicago, c'est Marcus Fizer qui sort du banc, qui met ses points en post-up, qui est à droit près du cercle. Euh, Défensivement, c'est pas voilà, un joueur extraordinaire, mais il tient son gars en 1 contre 1 parce qu'il est quand même assez costaud et physique. Et l'autre bonne surprise, c'est Trenton Hassel, que moi j'appelais Trenton Hustle, parce que voilà, c'est un joueur qui se jette sur tous les ballons, un super défenseur pour le coup, un mec énergique qui se bat au rebond. Voilà, un arrière ailier qui était drafté au deuxième tour et qui bah, est une bonne surprise, parce que justement avec cette énergie, etc., il arrive à intégrer le 5 de départ dès le mois de décembre. Il s'installe dans le 5 de départ, voilà, il a gagné sa place à l'énergie, au forcing, etc. Le problème, c'est que ça permet pas aux Bulls de décoller, et au final, Tim Floyd jette l'éponge le 24 décembre, euh, après une énième défaite 2 jours avant contre Minnesota. Voilà, Tim Floyd dit allez c'est bon ça, j'arrête les frais, j'en peux plus. Et donc il s'en va des Bulls avec un bilan sur cette saison-là de 4 victoires, 21 défaites, à ce moment-là, juste avant Noël, et un bilan global en 3 ans et demi absolument cataclysmique de 49 victoires, 190 défaites. Ce qui est absolument mais immonde. Alors évidemment, comme on l'a dit dans la vidéo d'avant aussi, tu peux pas tout mettre sur son dos aussi. Quand il est arrivé en 98, après Phil Jackson, après l'équipe monstrueuse, voilà, c'était pas évident. Plein de nouveaux joueurs, Kroos et Tex Winter qui lui demandaient de mettre en place l'attaque en triangle, alors que même lui, il y comprenait pas grand chose, mais il essayait de la mettre en place. Donc au début, ça a été très très compliqué pour lui. Les saisons d'après, il avait un peu plus carte blanche et ça n'a pas beaucoup plus fonctionné non plus. Donc il y a des hauts et des bas, mais enfin voilà, il a quand même aussi ses torts. Et notamment là sur la fin, Charles Oakley disait qu'il reprochait énormément de choses aux rookies. En gros, c'était toujours de leur faute. Dès que les Bulls perdaient ou qu'il se passait voilà, c'était toujours eux qui étaient tenus responsables. Eddie Curry, Tyson Chandler, ils en prenaient plein la tête de la part de Tim Floyd. Alors que tu vois, même des fois, ils jouaient pas du tout, ou ils jouaient 5-6 minutes. Et même si tu perdais de 25 points, Tim Floyd il disait c'est de votre faute, machin. Vous bossez pas assez, c'est immature et tout. Alors sur ce coup-là, oui, mais c'est pas spécialement de leur faute si les Bulls perdent de 20 points tous les soirs. Bref, il est remplacé par Bill Berry, son assistant prend la tête de l'équipe pour seulement 2 matchs, qui ne vont pas s'avérer très, très productifs, puisqu'ils vont perdre de 22 points contre Memphis et de 15 points contre Dallas, avant que Bill Cartwright prenne les rênes de l'équipe. Lui aussi était assistant et il est promu cette fois-ci entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Un choix plutôt, donc le choix interne, mais qui est assez étrange par le fait que Bill Cartwright est quand même quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec sa voix. Parce qu'en fait, dans la dernière saison de sa carrière, en 93-94, il a pris un énorme coup de coude dans le cou. Et ça l'a beaucoup dérangé. Il a eu plusieurs opérations au fil des ans au niveau du larynx. Et au final, voilà, il a beaucoup de difficultés avec sa voix pour parler longtemps et fort. Donc du coup, pour donner des instructions, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, les joueurs vétérans comme Charles Oakley, etc.,
aide un petit peu à faire passer les consignes et le soulager un peu. Mais toujours est-il que c'est lui qui prend les rênes de l'équipe. Et les Bulls gagnent leurs 2 derniers matchs de l'année 2001 pour finir voilà, et donc les 2 premiers de Bill Cartwright sur une note positive, pour finir l'année sur une note positive. Entre-temps, Ron Artest est revenu, mi-décembre. Quelques petits matchs voilà, pour retrouver le rythme. Il met un match à 29 points dès le 2 janvier 2002 face à Dallas, même si c'est un match que les Bulls perdent. Et 2 jours plus tard, il y a ce fameux match à Washington, match qui va rester dans l'histoire, puisque l'été précédent, Michael Jordan a annoncé son retour en NBA. Et donc ce fameux 4 janvier, c'est la toute première fois dans sa carrière qu'il affronte les Chicago Bulls. Euh, et puis donc il y a aussi une histoire avec Ron Artest, puisque pendant l'été, les deux joueurs se sont affrontés dans des 1 contre 1 un petit peu musclés, au point que Ron Artest, apparemment, sur un coup de coude un peu appuyé, a fêlé une côte à Jordan. Et donc voilà, c'est la petite histoire. Et donc voilà, ces joueurs-là se retrouvent. Mais les plus grosses retrouvailles de ce match-là, c'est quand même. Faut se rendre compte que donc tu as Jordan aux Wizards. En face, tu as Charles Oakley, son meilleur pote. Et sur le banc des Bulls, tu as Bill Cartwright quand même. Sachant que voilà, faut se rappeler qu'en 88, Charles Oakley est tradé aux Knicks pour Bill Cartwright. Et Jordan était furieux. Enfin bref, ça avait été un beau bordel. Euh, et avec en plus Jerry Krause en tribune qui avait mis ce trade en place. Donc voilà, 14 ans après, c'est assez bizarre de revoir tout le monde réuni sur un même parquet, mais bref. En plus, Jordan, il est extrêmement motivé. Il sort de 2 matchs à 51 et 45 points juste avant d'affronter les Bulls, et il lui manque 15 points pour atteindre les 30 000 en carrière. Bah, forcément, ça va pas faire un pli, hein. Dès la mi-temps, il les a atteints. Il avait déjà 20 ou 21 points à la pause. Euh, et puis surtout, en toute fin de match, dans la dernière minute, il va placer un contre absolument monumental. Il perd le ballon, il y a une contre-attaque, la balle arrive dans les mains de Ron Mercer qui part au lay-up, et là Jordan, qui va sur ses 39 ans à ce moment-là, hein, il avait foncé pour revenir en transition, et il va mettre une crêpe, mais monumentale. Il va aplatir la balle à 2 mains contre la planche, et ça va être une action, voilà, tapez ça sur YouTube, c'est juste monstrueux. Et les Wizards qui menaient de 4-5 points dans cette dernière minute, donc vont gagner ce match-là. Et 2 semaines plus tard, il y a le retour, entre guillemets, euh, le premier match de Jordan au United Center sous les couleurs d'une autre équipe. Et ça va créer une petite polémique parce que le speaker des Bulls, Ray Clay, veut annoncer Jordan comme quand il était aux Bulls, tu vois, avec l'énorme ovation qui s'ensuit, etc. Seulement Jerry Krause lui dit c'est hors de question, Jordan est un joueur des Wizards, donc tu le présentes au micro comme n'importe quel autre joueur d'une équipe adverse, tu dis juste son nom et basta. Donc Ray Clay le fait, puisque ça vient de sa direction. Malgré tout, il y a une énorme ovation pour Jordan, parce que c'est quand même le meilleur joueur d'histoire de la franchise, 29 277 points, 6 titres, etc. Euh, et après ça, à la fin de la saison, Ray Clay sera viré par les Bulls. Et lui justifie ce renvoi par cette histoire en disant qu'ils n'ont pas aimé, qu'il voulait introduire Jordan de manière spectaculaire avec une énorme ovation. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été viré. Il dit je vois pas ce que j'ai fait de mal autre qui justifierait que je sois viré. Donc bref. Donc les Bulls perdent ce match-là également. Et puis bah, continuent à perdre plein de matchs jusqu'à la coupure All-Star. Euh, avec un bilan seulement de 10 victoires, 36 défaites au moment du All-Star Game, où évidemment il n'y a aucun Bulls présent, comme depuis quelques années. Juste après ça, il y a une victoire sur le parquet des Lakers, une autre face à Milwaukee, et ensuite une série de 4 défaites, dont une qui va rester pareil dans les livres des records, puisque les Bulls ne prennent que 25 rebonds face à Miami. Et c'est le record de franchise du plus petit nombre de rebonds sur un seul match. 25, c'est assez ridicule. Et d'ailleurs, c'est déjà contre Miami que les Bulls avaient établi leur record du plus petit nombre de points sur un match. C'était 49, on en avait parlé dans la vidéo d'avant. Donc là, contre cette même équipe de Miami, seulement 25 points, c'est quand même assez étrange. Mais du coup, après ce match-là, dès le lendemain, Jerry Krause met en place un trade, tu vois, histoire de bouleverser un peu tout ça. Il envoie Ron Mercer, donc le meilleur scoreur de l'équipe. Euh, il envoie Ron Artest, qu'on avait passé voilà, 2 ans et demi à développer et qui devenait vraiment un joueur intéressant qu'on pouvait voilà, garder pour le futur. Brad Miller, lui aussi un pivot intéressant, tu vois, capable de shooter, de s'écarter, bon passeur, etc. Pareil, un bon joueur d'avenir. Ces 3 joueurs-là, plus qui c'est d'autre qu'on a envoyé
Kevin Ollie, voilà, qu'on avait signé l'été d'avant. Donc ces quatre-là sont envoyés à Indiana en échange de Travis Best, Jalen Rose et Norm Richardson. Donc Best et Rose sont des joueurs d'expérience, ils ont tous les deux 29 ans, ils étaient des joueurs majeurs d'Indiana quand ils sont allés en finale NBA en 2000, finale perdue contre les Lakers malgré tout. Mais voilà, Jerry Krause va insuffler un vent nouveau et pense que voilà, Jalen Rose sera un meilleur leader que Ron Mercer, un meilleur leader offensif. Et Jalen Rose prend ce rôle très à cœur dès son premier match, donc il passe la visite médicale le matin même, le 20 février, et le soir même, il affronte les Knicks pour son premier match avec les Bulls, et il inscrit 36 points et 6 passes décisives pour aider les Bulls à gagner ce match. Chicago va gagner 3 matchs de suite, ce qui sera pratiquement sa meilleure série de la saison, en battant également Phoenix et Golden State, mais derrière ça, euh, ça va pas permettre d'enchaîner. Il va y avoir une série de 21 matchs où les Bulls vont en perdre 19 avec voilà, quelques cartons voilà, où tu prends moins 25 points à Washington, t'en prends 27 contre les Spurs, t'en prends 29 contre Milwaukee, 20 contre Philadelphie, 19 contre les Cavs. Bref. Et les deux seules victoires de cette série, c'est contre Washington où Jordan n'était pas là, qu'il était blessé, et un match à Houston gagné en double prolongation avec Jalen Rose qui met un buzzer beater dans la deuxième prolongation et 44 points sur le match. Avec un buzzer beater en plus, quand tu vois les ralentis, il est pris très légèrement après la sirène, mais à l'époque c'était pas revu, c'est pas grave, c'est pas, on l'apprend. Euh, donc voilà, et sur la toute fin de saison, les rares bonnes news, donc c'est l'intégration réussie de Rose et le retour de Jamal Crawford, donc qui est revenu début mars, qui revient de son opération au genou. Et sur les derniers matchs, il retrouve un peu ses sensations, il signe quelques bons matchs. Il fait les 6 derniers matchs de la saison régulière dans le 5 de départ, et les Bulls gagnent 4 de ces 6 derniers matchs, où lui, voilà, il met quelques bons scores, voilà, 17, 18 points par-ci par-là, pour retrouver un petit peu toutes ses sensations et son rythme. Au final, les Bulls gagnent 21 matchs seulement cette saison-là, mais ça reste une progression minime certes, mais une progression par rapport aux saisons précédentes où on avait gagné 17 et 15 matchs. Donc voilà, on passe au-dessus des 20 victoires. Et du coup, les Bulls décident de prolonger Bill Cartwright pour 3 saisons, ce qui est assez, bon, il a quand même montré des choses intéressantes sur cette première saison, donc ma foi ça peut éventuellement se justifier. D'autant qu'en plus, voilà, sur la fin de saison, le développement de Tyson Chandler, de Eddie Curry s'est plutôt bien passé. T'as un gars comme Jalen Rose en leader, t'as Jamal Crawford qui revient bien, il y a quand même une base relativement solide qui va être en plus encore bonifiée avec la draft 2002, puisque les Bulls ont le choix numéro 2, derrière les Houston Rockets qui prennent Yao Ming. Et ils prennent le meneur Jason Williams, qui se fera rebaptiser Jay Williams, pour pas confondre avec d'autres Jason Williams en NBA à ce moment-là, notamment donc le fameux meneur des Kings, White Chocolate Jason Williams, mais aussi l'intérieur Jason Williams des New Jersey Nets, qui avait été impliqué dans des affaires un petit peu bizarres avec des fusillades, etc. Enfin bref, donc histoire de pas confondre, il a dit appelez-moi Jay Williams. Euh, et signature intéressante aussi de cet été-là, Doniel Marshall, voilà, un intérieur plutôt solide, vétéran, qui a 29 ans, voilà, bon pro, qui est toujours actif au rebond, bon shooter, donc une plus-value intéressante. Le seul vrai départ, c'est Charles Oakley qui va à Washington pour terminer sa carrière aux côtés de Jordan. Mais voilà, les Bulls sur la mise sur la continuité pour ce début de saison avec voilà, le groupe qu'ils ont mis en place la saison d'avant. Et ça débute par une victoire sur le parquet de Boston, euh, avec 21 points, 12 passes décisives de Jalen Rose, et victoire 99-96. Et c'est la première fois depuis justement 1996 que les Bulls remportent leur premier match de saison régulière. Donc c'est dire si ensuite ça a été un petit peu plus compliqué. Ils vont même en gagner deux, puisque le match suivant c'est face aux New Orleans Hornets, les Charlotte Hornets qui ont déménagé à New Orleans pendant l'été. Euh, Là encore, Jalen Rose inscrit 21 points et les Bulls donc gagnent leurs deux premiers matchs de la saison. Mais ça va être un petit peu sans lendemain. Il va y avoir quelques défaites un peu plus compliquées par la suite. Pardon, avec une défaite de 22 points contre Boston, une défaite de 27 points contre Dallas. Il faut un triple-double de Jay Williams face aux Nets, donc face à l'équipe de sa ville natale, New Jersey, où il inscrit 26 points, 14 rebonds, 13 passes quand même. C'est le premier triple-double d'un joueur des Bulls depuis Jordan en 97, donc c'est quand même pas rien. Mais là encore, voilà, c'est une victoire sans lendemain. Il y a des séries de défaites derrière, avec
Juste après ce match-là, une série de 10 déplacements sur les 12 matchs suivants et on va se rendre compte que ça va être catastrophique parce que toute la saison, les Bulls à l'extérieur vont être absolument immondes. D'ailleurs, sur cette série-là, ils vont tous les perdre. Et la seule victoire sur ces 12 matchs, ça va être à domicile face à Memphis avec 31 points de Jalen Rose et 31 points, 17 rebonds en sortie de banc de Daniel Marshall, qui lui s'intègre vraiment bien à l'équipe. Il a mis très peu de temps à voilà, trouver ses marques, etc. dans les systèmes que veut mettre en place Cartwright. C'est aussi, on va y revenir. Mais voilà, Daniel Marshall, avec son énergie, son implication au rebond, euh, il est quand même, il finit par prendre la place d'Eddie Curry dans le 5 de départ, parce que Eddie Curry sur ce début de saison, il est encore un peu à la traîne, il est un peu nonchalant, c'est pas le mec le plus combatif. Euh, donc du coup, il a un peu de mal. Et Daniel Marshall prend sa place dans le 5 de départ et continue d'aligner des doubles-doubles voilà, de qualité. Il met un match à 18 points, 18 rebonds contre les Cavs, il me semble. Enfin bref, voilà, des stats intéressantes, parce que c'est un joueur régulier, avec son expérience, etc. Et puis un autre joueur qui monte en puissance dans ce mois de décembre, c'est Jay Williams, justement, euh, qui est très responsabilisé par Bill Cartwright, qui veut mettre en place l'attaque en triangle. Décidément, on va pas s'en sortir de cette attaque en triangle, mais voilà, il a envie en tout cas d'essayer de mettre ça en place, ce qui est quand même très compliqué, parce que tu as des joueurs comme Tyson Chandler ou Eddie Curry que tu veux développer et qui doivent toucher beaucoup de ballons. C'est pas la meilleure attaque pour eux, parce que c'est pas des joueurs au QI basket extrêmement développés à ce moment-là. C'est des jeunes joueurs, ils ont 20 ans à ce moment-là, qui jouent plus sur leur qualité athlétique et physique que sur de vrais fondamentaux basket pour montrer quelque chose quand ils sont sur le parquet. Eddie Curry il joue sur son physique, Tyson Chandler c'est un joueur extrêmement défensif et la plupart de ses paniers c'est des dunks et des claquettes. Enfin bref voilà, c'est des joueurs voilà, au physique, à l'énergie, plus que vraiment au QI basket et avec des vraies connaissances tactiques. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place et c'est pour ça que les victoires sont pas toujours là. Mais voilà, bref, pour revenir à Williams, voilà, il est, lui par contre, pour le coup, avec une vraie intelligence tactique, une vraie vision du jeu, il met les choses en place, il fait circuler la balle, et puis voilà, il peut scorer à l'occasion. Il met un match à 23 points avec 5 sur 7 à 3 points contre les Spurs juste après Noël. Avant ça, il avait fait un match à 13 passes décisives contre les Pacers. Euh, et au final, il va être même élu rookie du mois de décembre pour la conférence Est, dans un mois de décembre que les Bulls terminent sur un bilan de 7 victoires, 8 défaites, ce qui est plutôt encourageant par rapport aux attentes du moment, sachant qu'ils avaient perdu les 3 premiers matchs du mois de décembre en plus, donc voilà, il y avait quand même une petite montée en puissance par la suite, et notamment le dernier match de l'année face à Portland avec 32 points de Jalen Rose et un très gros match de Tyson Chandler qui met 27 points, 18 rebonds sur ce match-là. Malheureusement, bon, la suite va être plus compliquée avec un mois de janvier avec beaucoup moins d'espoir et de victoire parce que ben voilà beaucoup de euh, c'est très irrégulier voilà ben, avec Chandler et Curry qui sont très irréguliers qui ont du mal à enchaîner les performances. Jay Williams disait aussi à l'époque que voilà tout le monde n'était pas très pro dans l'équipe, qu'il y en a beaucoup qui fumaient de la weed avant les matchs, ils étaient sur le banc, ils étaient gazés. C'est pas trop compliqué de deviner certains d'entre eux. Euh, mais enfin bref, voilà, l'attitude globale de l'équipe n'était pas spécialement la plus focalisée et du coup, bah, il y a des soirs c'était très compliqué. Il y a encore des séries de défaites au mois de janvier. Euh, à ce moment-là, Jalen Rose cartonne par contre. Lui, il enchaîne les cartons au scoring. Il met 31 points, c'était face à Utah. Il en met 28 face à New York, face à Orlando. Il en met 30 contre Miami, 37 contre Atlanta. Il en claque encore 29 contre Houston vers la fin janvier dans un match où Marcus Pfizer met le panier de la gagne à quelques secondes de la fin et malheureusement quelques jours après lui pareil il se tord le genou, il va devoir se faire opérer, il met fin à sa saison, dommage parce que lui aussi il signe encore une saison solide en sortie de banc. Euh, et donc les Bulls ben voilà, ont un petit peu du mal à enchaîner et en fait entre la fin janvier et la fin de saison le point central ça va être Eddie Curry parce que bah, les Bulls vont décider de modifier un peu leur tactique et se dire voilà on va quand même le responsabiliser un peu plus, il faut qu'on le développe, c'est un joueur qui a des belles qualités offensives, on va le servir post-bas, lui filer des ballons en veux-tu en voilà, on va le gaver pour que voilà il continue sa progression, etc. Et Curry va effectivement être gavé de ballons et il va en faire du très très positif parce que sur toute la fin de saison il va tourner à des pourcentages absolument monstrueux. Euh, il va d'abord signer un match en sortie de banc où il va claquer
où il va claquer 26 points à 10 sur 14 contre Miami. Et après ce match-là, il va retourner dans le 5 de départ et pareil, il va enchaîner les cartons avec une énorme adresse. Il va mettre 24 points à 10 sur 13 contre Toronto. Contre Golden State, il met encore 24 points à 10 sur 16 au shoot. Contre les Clippers, il met 26 points à 10 sur 15. Contre les Lakers, 8 sur 13, 20 points. Euh, Bref, il enchaîne voilà, les matchs comme ça. Face à Memphis, 9 sur 14 au tir, 21 points. Euh, Bref, voilà, tout au long de la fin de saison, tous les matchs à plus de 50% au tir. Il met 30 points contre les Knicks à 10 sur 17. Il met 12 sur 16 contre Seattle avec 15 rebonds et 28 points. Le tout dernier match de la saison régulière contre Philadelphie, il met 31 points à 14 sur 16 au shoot. Et au final, il va terminer la saison régulière avec 58,5% d'adresse au shoot, ce qui est de très très loin la meilleure marque de la ligue cette année-là. Donc énorme progression pour lui sur cette fin de saison, et donc les Bulls sont satisfaits de ça et du bilan global, puisque finalement les Bulls terminent la saison avec 30 victoires, ce qui est voilà, leur meilleur score depuis la fin de l'ère Jordan, Jackson et compagnie. Donc une belle progression là encore, malgré encore, bah voilà, on l'a dit, il y a eu la blessure de Marcus Pfizer, il y a eu les nombreuses blessures encore une fois d'Eddie Robinson qui a multiplié encore une fois les séjours à, à l'infirmerie. Et il y a quand même un contraste dans ce bilan de 30 victoires, 52 défaites, c'est le bilan domicile-extérieur. À domicile, les Bulls ont gagné 27 matchs et 14 défaites, donc le United Center a vu quelques rencontres très intéressantes. Par contre, à l'extérieur, bah, du coup, ouais, vous avez fait le calcul, 3 victoires seulement et 38 défaites, dont une fin mars à Indiana de 51 points, parce que la veille, tous les joueurs étaient allés chez Jalen Rose, qui avait toujours sa maison à Indiana. Il a invité tout le monde pour faire une fête. Ils ont bu, ils ont fumé, ils étaient gazés complets. Le lendemain, ils ont encaissé 140 points sur le parquet d'Indiana et 51 points d'écart dans la défaite. Ils étaient totalement déchirés. Euh, donc voilà, un bilan absolument exécrable, un des pires bilans à l'extérieur de l'histoire de la NBA. La même saison, les Cavs avaient fait pareil, 3,38 à l'extérieur. Mais il y a eu des équipes qui ont fait 2,39 à l'extérieur sur une saison, je ne sais plus exactement lesquelles, mais enfin, il y a eu des bilans pires que ça, mais enfin, 3,38 c'est quand même extrêmement mauvais, donc c'est une des choses sur lesquelles les Bulls veulent bosser pour la saison d'après. Une saison d'après qui va quand même se dérouler sans Jerry Krause, puisque Jerry Krause prend sa retraite à la fin de cette saison-là, à 63 ans, une retraite bien méritée, après 18 saisons en tant que general manager des Bulls, où on peut quand même dresser un bilan rapide qui est extrêmement positif. Évidemment, hein, il y a quelques loupés aussi, mais quand tu vois toutes les réussites et les loupés, bah, la balance est quand même extrêmement penche extrêmement d'un côté. C'est quand même le mec qui a drafté, enfin qui est revenu de la draft en tout cas avec Pippen et Horace Grant, qui a fait venir Tony Kukoc, qui a tradé pour Dennis Rodman, enfin qui a construit les Bulls des 6 titres autour de Jordan. Et puis même là, tu vois, les choix de draft qu'on a eu après ça, on s'est rarement trompé. Elton Brand, super joueur. Ron Artest, super joueur. Eddie Curry, Tyson Chandler, Jamal Crawford, c'est des joueurs qui ont eu des super carrières après. Voilà, le truc, c'est que ça s'est pas fait aux Bulls, parce que voilà, on les a tradés assez vite. Voilà, Elton Brand, Artest, ils sont partis au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Euh, et donc c'est quand même des joueurs qui ont eu des bonnes carrières, mais dont l'impact à Chicago a pas été, voilà, on les a pas forcément super bien développés, etc. Mais bon, voilà, au niveau des choix de draft, il a quand même été assez solide, le Jerry Cross. Et il est remplacé par John Paxson. John Paxson qui lui est analyste radio depuis 7 ans. Donc voilà, il a vu tous les matchs, il connaît tous les joueurs, il les voit tout le temps. Donc il sait exactement quels changements faire dans l'équipe, quels ajustements, qu'est-ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur, etc. Et aider Bill Cartwright à faire progresser l'équipe. Seulement, il va se rendre compte très très vite que bah, voilà, il y a beaucoup d'imprévus dans le métier de general manager. Euh, il est en train de préparer sa draft. On est à une semaine à peu près de la draft NBA 2003. Et Jay Williams est victime d'un énorme accident de moto. Il n'avait pas de casque. Il n'avait pas de permis valide pour piloter une moto dans l'état de l'Illinois. Et il était au-dessus de la vitesse autorisée et il a percuté un poteau. Bah, on va pas rentrer trop dans les détails de cet accident parce que c'est assez sordide, mais voilà, il a failli y passer. Ils ont failli lui amputer sa jambe gauche. À l'hôpital, ils lui ont dit t'as failli perdre ta jambe gauche, et sa jambe gauche, alors elle est dans un état absolument catastrophique. Tous les ligaments sont tordus, déchirés, machin.
Il y a de la peau qui est arrachée jusqu'à l'os, le genou il est dans un état, il est broyé, enfin bref, absolument cataclysmique. Donc Jay Williams qui sortait d'une saison rookie intéressante, même si sur la fin c'était un peu plus compliqué, mais il avait quand même réussi à être dans le deuxième 5 des rookies. Euh, il affichait de belles promesses aussi sur l'avenir, et là du coup ben, tout est remis en cause, et on lui dit ça se trouve tu pourras peut-être même plus marcher non plus. Donc pauvre Jay Williams qui est. Mais bon voilà, malgré tout, malgré le fait que c'était bien stipulé dans son contrat qu'il n'avait pas le droit de circuler en moto, pour justement éviter ce genre d'accident. Les Bulls vont quand même lui payer une grande majorité de son salaire sur cette deuxième saison rookie, enfin sur cette deuxième saison de son contrat rookie, et Jerry Reinsdorf va personnellement payer tous ses frais d'hôpitaux avec toutes les opérations qui auront été nécessaires, etc. pour lui. Mais donc une terrible nouvelle pour lui et pour les Bulls. Et donc, du coup, Paxson est obligé de revoir tous ses plans et modifier tous ses plans. Et du coup, à la draft, une semaine plus tard, il sélectionne un meneur pour remplacer Jay Williams. Et ce sera Kirk Heinrich. Attention à la prononciation, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. C'est pas Kirk Heinrich, c'est Kirk Heinrich. Hein, si c'est un peu compliqué, dites Captain Kirk, ça passe aussi. Bref, Kirk Heinrich débarque à Chicago. Et Paxson veut signer quelques vétérans pour voilà, encadrer cette équipe qui reste malgré tout assez jeune. Et il fait revenir Scottie Pippen. Et oui, à 38 ans, Scottie Pippen revient aux Bulls pour un dernier baroud d'honneur. Il vient de terminer son gros contrat qu'il avait signé quand en 98 on lui a fait un sign and trade, on l'avait envoyé à Houston. Après il est parti à Portland. Et là en plus Jerry Krause est plus là, donc il est tout content de revenir à Chicago. Et un autre vétéran qui est tout content d'arriver à Chicago, c'est Kendall Gill, parce que lui en plus il est natif de Chicago. Quand il était gamin, il allait voir les matchs au Chicago Stadium avec Artis Gilmore, Reggie Tice, et juste avant que Jordan débarque. Et déjà à l'époque, il était méga fan des Bulls. Il se disait, je veux jouer, faire carrière en NBA et jouer aux Bulls. Et là, il arrive, il a 34-35 ans, c'est dans la dernière année de sa carrière. Il pensait plus qu'il aurait l'opportunité de jouer aux Bulls, mais là, il a été appelé par Paxson et du coup, il est tout content de débarquer. Euh, et donc voilà, les Bulls signent ces vétérans-là pour voilà, apporter un petit peu d'expérience et continuer le développement de ces jeunes joueurs. Euh, à l'opening night, énorme ovation pour Scottie Pippen, évidemment, pour son retour à Chicago. Il en avait déjà eu quand il était revenu avec Portland, mais là, avec le maillot des Bulls, c'est encore plus impressionnant. Mais ce sera la seule bonne chose de ce soir-là, parce que les Bulls s'inclinent de 25 points d'entrée sur ce premier match face à Washington. Donc ça calme un petit peu les quelques... comment dire, les esprits positifs de ce début de saison qui disaient ah on peut viser les playoffs, etc. Là d'entrée ça les a douchés, même si bon derrière Chicago bat Atlanta avec un énorme Tyson Chandler qui met 13 points, 22 rebonds et 4 contre. Mais derrière, voilà, il y a encore quelques défaites assez lourdes. Il y a 30 points à Milwaukee, 32 contre Houston, avec des matchs où l'équipe est limitée à 68 et 66 points. Donc c'est un petit peu compliqué à se mettre en place. Tous ces matchs-là n'ont pas été joués par Kirk Heinrich, puisqu'il était malade en début de saison, il a loupé une partie de la pré-saison. Et il revient, il fait ses débuts face à Philadelphie. Donc voilà, tes débuts NBA, tu dois défendre sur Allen Iverson, bon courage gamin. D'ailleurs, ouais, il l'a senti passer. Il a fini le match avec 1 sur 10 au shoot. Et il sort pour 6 fautes, parce que voilà, Iverson à chaque fois il lui met des crossovers, il le prend de vitesse, il se fait déborder. Donc bienvenue en NBA gamin. Le match suivant face à New Orleans, il perd 9 ballons, mais il rentre à lancer franc décisif en fin de match qui permet aux Bulls de s'imposer de 3 points face aux Hornets. Donc voilà, l'apprentissage petit à petit pour lui. Euh, les Bulls vont également gagner à Boston et afficher un bilan de 4 victoires, 5 défaites, avec 3 victoires à l'extérieur, donc déjà autant que la saison précédente. Donc c'est déjà une belle progression, mais derrière ça va être très très compliqué. Il va y avoir un road trip avec plusieurs défaites qui s'accumulent, 5 défaites de suite, et un petit peu contre toute attente malgré tout, John Paxson vire Bill Cartwright alors qu'on est en plein milieu d'un road trip à l'ouest. Parce que voilà, donc on est sur une série à ce moment-là de 5 défaites consécutives. Mais le style de jeu, voilà, ça arrive pas. Voilà, comme il y a eu des matchs où on était en dessous des 70 points, voilà, au niveau de la manière de jouer, ça s'appelait pas à John Paxson, ça manque de caractère, etc. Donc il veut changer un peu les choses.
donc Bill Cartwright est remercié, voilà. Alors que sachant que les deux quand même, hein, Paxson et Cartwright sont extrêmement potes, tu vois, quand ils jouaient aux Bulls à l'époque, c'était les deux vétérans de l'équipe, ils s'appréciaient énormément, ils sont restés en contact, très amis par la suite. Donc là, c'est là que tu vois que Paxson, quand il est arrivé à l'époque, il faisait pas de sentiments, il n'y avait pas trop les amis qui comptaient, et on s'est rendu compte dans la suite de son mandat que c'était pas toujours comme ça. Bref, on y reviendra à ce moment-là. Donc du coup, pour terminer le road trip, c'est Pete Myers, lui aussi ancien joueur des Bulls et assistant à ce moment-là, qui termine le road trip sur les deux derniers matchs pour deux branlés, donc 26 points contre Dallas et 11 points contre les Spurs. Et au retour à Chicago, il y a déjà un trade qui est mis en place pour envoyer Jalen Rose, Donnell Marshall et Lonnie Baxter. Donc lui, c'était sa deuxième année, un intérieur, bon, il n'y a pas franchement besoin de beaucoup développer sur lui, qui sont envoyés à Toronto en échange de Antonio Davis, donc ancien Pacers, grosse expérience, etc. Jerome Williams, joueur super combatif, et Chris Jeffries, donc pour essayer d'apporter un peu plus de combativité et d'expérience à des postes différents de ce qu'on avait avant. Et surtout, on trouve un autre coach en la personne de Scott Skiles, qui avait été viré des Suns la saison précédente. Et donc Scott Skiles arrive avec voilà, une réputation de coach voilà, beaucoup plus rentre dedans, très exigeant envers ses jeunes joueurs, mais qui a à la fois la patience pour leur inculquer les trucs, leur expliquer comment ça marche, etc. Donc pour le développement, mais voilà, en étant également exigeant en même temps. Donc c'est un, un dosage parfois un petit peu compliqué, mais lui arrive bien à faire passer ses messages, etc. D'ailleurs, dès son premier match, là, les Bulls s'imposent avec Jamal Crawford qui met 30 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Euh, Derrière ça, ouais, les Bulls vont gagner leurs deux premiers matchs avec l'arrivée de Scott Skiles. Et ensuite, bon voilà, ça va être un petit peu en montagne russe, tu vois, une série de victoires, une série de défaites, une série de victoires, une série de défaites. Mais dans le style de jeu, c'est plus déjà ce que Paxson voulait voir. C'est des mecs voilà, qui sont agressifs, qui lâchent rien, combatifs tous les soirs, etc. Donc c'est quand même déjà, ça se rapproche déjà un peu plus de ce qu'il voulait, même si le bilan à Noël n'est que de 7 victoires, 20 défaites, donc c'est pas fameux, mais voilà, au niveau de la manière de jouer, il y a déjà une certaine progression. Euh, Derrière ça, donc en plus de ça, donc les changements faits par Skiles sont tout de suite marqués par le fait qu'il met Kirk Heinrich comme un joueur très important de son système. Il lui file beaucoup de minutes, il le met titulaire, alors qu'en début de saison, donc voilà, c'est un rookie. Les deux premiers mois, il galérait pour enchaîner les matchs, etc. Mais voilà, Kirk Henrik, c'est un joueur qui est dur au mal, combatif, euh, qui n'hésite pas, tu vois. Les vétérans comme Scottie Pippen ou d'autres lui rentrent dedans aux entraînements, mais lui, il se relève, il en redemande, il dit ok, pas de souci, j'apprends, j'apprends. Et puis voilà, c'est un joueur qui a une belle vision du jeu, bon shooter. Scott Skiles en fait rapidement un homme de base de son système au point de décaler Jamal Crawford au poste 2 pour avoir un backcourt où Crawford s'occupe du scoring et n'a pas besoin de se soucier de la création. Et au contraire, Kirk Henrik s'occupe de la création et met quelques 3 points par-ci par-là parce que c'est un excellent shooter. Donc voilà, c'est un duo à l'extérieur assez complémentaire au final et ça permet aux Bulls d'avoir un certain équilibre. Même si, encore une fois, bah, les victoires ont un petit peu de mal à arriver. Donc euh, Crawford met un match à 42 points notamment aussi, c'était face à Washington. Mais malgré tout, voilà, les défaites continuent de s'accumuler. Il y a notamment entre le 13 janvier et la coupure All-Star, voilà, il y a une série de défaites assez affligeantes. De 2 victoires et 12 défaites sur cette série-là, et donc les Bulls continuent de plonger. À ce moment-là, on sait que la saison, bon, bah, les Bulls ne vont pas aller en playoff malgré les ambitions du début de saison. Donc ça s'annonce un petit peu compliqué pour ça. Du coup, le focus est un peu plus mis sur le développement des joueurs. Tyson Chandler a plus de minutes et continue à afficher une belle progression. Et puis là encore, Eddie Curry euh, avait, un peu comme la saison dernière, comme la saison précédente, il avait pas super bien débuté, il avait perdu sa place, etc. Et ensuite, il avait fini en boulet de canon. Et là, cette saison-là, un petit peu pareil. En début de saison, bon, il montrait pas grand-chose. Voilà, c'était pas le joueur le plus
impactant sur le terrain, tu vois, pas forcément un super défenseur en plus. Et puis là, sur la fin de saison, pareil, il va se réveiller et un peu comme l'année d'avant, il va enchaîner les matchs à plus de 20 points avec une énorme adresse au tir. Donc là, il va en mettre 27 points à Portland, 25 points contre Seattle, dans un match où malheureusement Scottie Pippen se blesse début février et met fin à sa saison. On le reverra plus de la saison régulière. Curry met 26 points contre Golden State. Lui et Chandler, voilà, continue de se développer, même si Chandler lui aussi se blesse au dos et va louper une grande partie de la saison. Enfin, on le reverra plus jusqu'à la fin de saison. Il avait déjà loupé une bonne partie au mois de décembre aussi. Donc pareil, lui, au niveau des blessures, ça l'a pas aidé dans son développement, mais voilà, il a quand même beaucoup progressé. Curry aussi, et Jamal Crawford aussi. Donc du coup, comme lui, maintenant, il a toutes les responsabilités au scoring, il cartonne, il enchaîne les soirs à plus de 30 points un peu partout, dont ce carton mémorable face à Toronto en fin de saison, sur le parquet des Raptors, donc où il y a les anciens Bulls, Jalen Rose, Daniel Marshall, etc. Jamal Crawford inscrit 50 points. Il cartonne voilà, dans un match gagné par les Bulls en prolongation, la dernière victoire de la saison pour les Bulls d'ailleurs. Il met 50 points et devient le troisième joueur seulement de l'histoire des Bulls à atteindre ce score, derrière Jordan qui l'a fait à 38 reprises, et Chet Walker qui avait mis 56 points dans les années 70. Donc voilà, 50 points à 18 sur 34 au shoot quand même, donc ce qui n'est pas dégueulasse, 6 sur 11 à 3 points. Et derrière, les Bulls vont perdre les deux derniers matchs de la saison et terminer avec un bilan de 23-59, donc ce qui est une régression de 7 victoires par rapport à la saison d'avant. Mais il y a eu le changement de coach et un changement de style de jeu euh, qui rend plus optimiste John Paxson, en tout cas, qui se dit voilà, c'est la manière dont je veux voir l'équipe jouer. On a eu moins de victoires, il a fallu passer, on a fait quelques trades, etc. Mais voilà, là, puis il y a eu des absences aussi, Pippen a loupé la fin de saison, Tyson Chandler aussi. Mais voilà, on est en train d'être sur la voie de ce que je veux voir de la part de cette équipe qui reste encore assez jeune. Et voilà, il arrive à l'été 2004, à la draft, euh, en se disant voilà, je sais quel changement il me faut pour que cette équipe redevienne rapidement compétitive, parce que mine de rien, ça fait 6 saisons là qu'on détaille en vidéo et on n'a toujours pas retrouvé les playoffs, donc ça commence un petit peu à s'impatienter du côté des Bulls. Mais voilà, avec la bonne saison de Crawford, de Curry, Chandler quand il a pu jouer, et Kirk Henrik aussi, qui est devenu, qui a établi le record de 3 points sur une saison pour les Bulls avec 144 paniers à 3 points, qui a fini dans le meilleur 5 des rookies. Il a dominé les rookies au double-double. Il en a pris plus que LeBron James par exemple sur cette saison-là. Il a réalisé un triple-double aussi et il est le 7e meilleur passeur de la ligue déjà pour son année rookie. C'est quand même montrer l'intelligence de jeu et la maturité de ce joueur qui en plus est un défenseur solide. Mais on aura l'occasion aussi d'en reparler dans d'autres vidéos. Donc voilà, il y a une base vraiment intéressante à ce moment-là du côté de Chicago. Scott Skiles est un entraîneur respecté et des jeunes qui montent en puissance. Donc voilà, il manque on sent que l'équipe est à quelques retouches de redevenir compétitif et vraiment viser les playoffs. Et on va voir que ça va se produire dès la prochaine vidéo. Donc en attendant cette prochaine vidéo, bah voilà, continuez de bien vous porter. On continue de parler des news dès qu'il y en a du côté des Bulls. Et puis bah, voilà, on continue de développer l'histoire passionnante de cette franchise. Donc voilà, à très bientôt et go Bulls.